Bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire Presse Éco. Presse Éco, c'est la tribune de débat, de commentaires et d'analyse des sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Avec nos invités, nos chroniqueurs, qui sont des hommes des médias, des analystes. Avec eux, on repasse en revue les sujets qui ont marqué l'actualité. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets au plan national. D'abord, pour commencer, c'est la crise dans la santé, avec la seconde manifestation qui a eu lieu donc à Bobo-Dioulasso contre donc les agents ou personnels de santé. Nous allons évoquer ce sujet. Et puis, deuxième sujet, il s'agit du CDP avec les différentes sorties. D'abord, les sanctionnés suite donc, aux lettres de Blaise Compaoré et puis le courant Mamadi Kwanda. Nous allons donc également commenter cette actualité. Et puis, dernier sujet au plan national, c'est le projet de licenciement de 16 policiers, agents de police syndiqués de l'APN, projet qui a été donc adressé au ministre par le directeur général de la police nationale. Et puis, au plan international, dernier sujet, c'est donc le premier forum, premier sommet, disons, Afrique-Russie, auquel a participé le président Roch-Marc Christian Kaboré et un ensemble de ses collègues, en tout cas de l'Afrique. Nous allons donc évoquer ce sujet-là avec mes invités qui sont autour de cette table-là. D'abord, Mamadou Ali Compaoré, les journalistes à la RTB Télévision Nationale, ancien rédacteur en chef, ancien présentateur du 20h. Merci Ali d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Faustin-Consembo, il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et également premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis André Eugène Ilboudo, le directeur de la radio des écoles. Merci d'être là, doyen. Et puis enfin, dernier invité, Parfait Silga, il est analyste et journaliste. Merci Parfait d'être sur ce plateau. On va commencer, mais avec une autre actualité. On va se faire taper dessus si on n'en parle pas. Il s'agit donc de ce grand rassemblement, disons, organisé par, en tout cas en tête de pont, le LALE, NABA et un ensemble d'organisations de la société civile en soutien aux forces de défense et de sécurité. Ça a eu lieu hier donc au stade municipal à Ouagadougou. On va donc faire un tour de table autour de cette actualité qui chauffe un peu les réseaux sociaux. Parfait, Silga. Alors cette manifestation quand même importante, gigantesque, on va dire comme ça, avec toujours les mêmes façons de mobiliser, avec des cas qu'on a vus un peu partout. Je pense que ce sont des manifestations peut-être organisées pour effectivement soutenir les forces de défense et de sécurité. Mais il faut toujours se demander, est-ce qu'au-delà de ces manifestations, nous n'avons pas besoin d'autre chose, c'est-à-dire au-delà de ces soutiens ponctuels, est-ce qu'il ne faut pas mettre en avant des actions de fond en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme? Sinon, on peut toujours mobiliser des véhicules pour les forces de défense, on peut toujours mobiliser des vivres, mais est-ce que, dans le fond, pour aller plus en avant dans la lutte contre le terrorisme, est-ce que c'est de ça qu'on a besoin? Donc, il faut toujours se poser des questions. Mais évidemment, il ne faut pas balayer du revers de la main une initiative qui a rassemblé, en tout cas quand on a regardé, plusieurs confessions religieuses, j'allais dire toutes les confessions religieuses, et aussi les autorités coutumières et un grand nombre de Burkinabés. Il ne faut pas balayer du revers de la main, mais il faut toujours se poser la question de savoir, au-delà de ces manifestations, est-ce qu'il ne faut pas aller plus vers la mobilisation de tous les Burkinabés pour qu'ensemble nous puissions soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme? J'allais devoir te poser une autre question. Est-ce que la question de dire qu'on soutient les FDS, est-ce que ce n'est pas l'argument écran derrière lequel il y a plutôt une campagne politique, une pré-campagne, on va dire ainsi, même si des autorités morales ou religieuses ont été vues ici et là, est-ce que ce n'est pas une sorte de saupoudrage pour arranger tout ça, mais qu'il s'agit en réalité d'une pré-campagne de parti au pouvoir? En tout cas, quand on regarde les organisateurs, ils n'avaient pas de casquette politique. Moi, j'ai vu en tout cas les membres du comité d'organisation. Il n'y a pas de casquette politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti officiellement qui a lancé, ce n'est pas le MPP. Ce n'est pas le MPP qui a lancé ce mouvement, ce n'est pas le MPP qui a organisé. On peut dire qu'il y a des têtes bien connues qui sont peut-être dans ce parti, mais ce n'est pas le MPP qui a organisé. Et donc, on ne peut pas en tout cas les soupçonner d'être derrière... On n'a pas vu non plus d'autres qui ne sont pas du MPP là-bas. Tout ce qu'on a vu, c'est des gens du MPP.
On a vu Simo Compaoré, on a vu Clément Sawadogo, le président de l'Assemblée nationale, et même les organisateurs, on a vu le député Mossé, Barkissa, etc. Tout ça, c'est le MPP. Mais avec d'autres forces qui ne sont pas politiques, d'autres forces sur le plan coutumier, sur le plan religieux. Donc, je pense qu'il faut voir cette manifestation-là ainsi. C'est-à-dire une manifestation en dehors des clivages politiques, mais une manifestation dont l'objectif est d'apporter le soutien nécessaire aux forces de défense et de sécurité. André Genil-Boudou, ce n'est pas une pré-campagne, c'est un soutien. Non, moi, l'analyse que je ferai, moi je pense qu'on soutient des gens. La première question qu'il faut se poser, c'est aller demander à ceux que l'on veut soutenir quel genre de soutien ils veulent. Moi, je ne suis pas sûr que les FDS nous auraient dit il faut remplir le stade recto verso avec intercalaire. Je pense que le soutien dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est des choses très simples et très pratiques. Ils ont besoin d'être bien armés. Ils ont besoin que leur pécule sur le terrain leur soit payé. Vous pouvez remplir le terrain 1000 fois, 40 000 fois. Mais si vous ne soutenez pas les gens sur les choses sur lesquelles les gens ont besoin, ça ne marchera pas. Moi, je n'ai rien contre les meetings, hein, mais on a vu des giga-meetings ici où ça a mené. Mais je dis, moi, je suis un activiste. Moi, quand je fais une action, je cherche l'efficacité de mon action. Je ne fais pas une action pour me plaire à moi-même. Or, ici, j'ai l'impression, avec tout le respect que je dois à ceux qui ont organisé, j'ai l'impression qu'ils ont fait ça pour se plaire à eux-mêmes. Je ne suis pas sûr que les FDS aujourd'hui ont besoin de ce genre de soutien. Quand on tue les gens, ils ont des gilets balles pourris, ils ont des fusils qui ne déclenchent pas, etc., etc. Vous pouvez remplir le stade avec des cars qui viennent de partout avec les gens, mais ce ne sont pas ces gens-là qui partent à la bataille. Je crois qu'aujourd'hui, franchement, il faut que les Burkinabés, il faut que nous nous parlions franchement, parce qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre pays, il ne s'agit pas de quelqu'un. C'est nous tous qui sommes embarqués. Et nous avions besoin qu'on fasse des actions qui portent et qui arrêtent ce qui nous arrive. On ne fait pas ça pour s'amuser, ce n'est pas un show médiatique, ce n'est pas un dancing, ce n'est pas une boîte de nuit. La guerre, ce n'est pas une boîte de nuit. Il faut donner à ceux qui font la guerre les moyens pour aller faire la guerre. Et les FDS ont besoin... Mais est-ce que les FDS n'ont pas besoin de savoir aussi que derrière elle, il y a tout un peuple qui est mobilisé? Est-ce que ça aussi, c'est pas... sur le point de vue moral, du point de vue de motivation, est-ce que ça aussi pas important? Si vous partez à la guerre et vous mettez 10 000 soldats et vous mettez 10 000 femmes et 10 000 enfants derrière les 1000 soldats, les premières balles qui arrivent, là, ce sont les soldats qui meurent. Ils ont besoin... Une fois qu'ils sont morts, ils ne savent pas qu'il y avait 10 000 personnes derrière eux. Moi, j'ai dit, faites en sorte qu'on ne tue pas les soldats. Et le soutien qu'ils ont besoin, c'est de faire en sorte qu'ils partent à la guerre et qu'ils reviennent sains et saufs. Si on est là, on les soutient avec le tam-tam, etc. Moi, je n'ai rien contre les giga meetings. Mais moi, j'ai dit, ce sont des gens qui font la guerre. Il faut que ces gens-là partent au combat et qu'ils nous reviennent sains et saufs. Or, notre façon de faire, là, je ne suis pas sûr qu'ils vont partir sains et revenir sains et saufs. Mais ça, c'est l'analyse que je fais. Et puis, bon, on a beau dire, bon, tu as dit que si on ne parle pas, les gens vont nous taper. Mais les gens nous tapent. Mais bon, c'est une façon de dire. Non, je vais dire simplement. Non, on a le choix de nos sujets, mais il faut que les gens comprennent que le pays, là, le pays appartient aux 18 millions de Burkinabés, à chacun des 18 millions de Burkinabés. Chacun a une parcelle de souveraineté dans ce territoire-là. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus possédant du Burkina que quelqu'un d'autre. Même si les gens veulent nous faire croire que, etc., etc., non, il faut que chaque Burkinabé revendique la paternité de ce pays. Et nous devons nous agir en conséquence. Évariste Konsebo, on dit que ce n'est pas une pré-campagne. Bon, on en a beaucoup entendu dire que c'est une pré-campagne, c'est un test pour voir. Mais là, quand on regarde, il y a eu des cars. Ça, c'est un premier élément qui ressemble beaucoup aux politiques. On a eu des cars, etc. Mais il y a quand même eu un autre phénomène. C'est qu'à Ouagadougou, on n'est pas sûr d'avoir eu une forte mobilisation dans les quartiers. On n'a pas vu, après la manifestation, des colonnes de gens rejoindre les quartiers et tout ça. Qu'est-ce que vous pourrez aussi expliquer ça? Personnellement, il me serait très difficile de vous expliquer, puisque moi, je n'ai pas été partie de ce rassemblement, parce que j'estime que, pour moi, à ma manière, ce n'est pas la meilleure façon d'être utile au FDS. Et comme il a expliqué, en principe, tous les Burkinabés censés et raisonnés doivent être derrière les FDS. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui prennent les balles à notre place. Et nous avons tous intérêt à ce qu'ils tiennent debout, parce que s'ils ne tiennent pas debout, ça veut dire que si ça doit s'empirer, ben nous tous nous allons prendre les balles. Donc, c'est une question même de logique et de bon sens. Bon, mais c'est vrai que
nous sommes au pays, hein, nous savons les pratiques. D'habitude, quand même, quand on voit les rassemblements de ce genre, à la fin, on voit les gens se mobiliser ou bouger, faire des mouvements vers les quartiers ou bien vers les villes. Mais là, on avait plutôt l'intention. Ce qu'on a vu, c'est des mouvements vers des cars. Bon, on les a tous vus, hein, c'est pas le seul, hein, d'autres peut-être même l'ont vu. Ce qui veut dire que le côté spontanéité n'a pas été ça. Peut-être que, je ne sais pas, on a organisé, c'est bien, mais moi, en fait, ces genres de soutien-là, normalement, doivent être spontanés. Moi, par exemple, voyez-vous, je vais être à l'aise s'il y avait eu spontanément un mouvement qui va à Tueni, par exemple. Là, vraiment, avec beaucoup... Ou Arbinda. Moi, ça m'aurait dit, voilà, des gens qui... on est dans le vrai, mais là, j'ai l'impression qu'on est dans le faux. On est dans la communication pour donner un sentiment. Quelque part, peut-être que les gens veulent exorciser leur mauvaise conscience quelque part. Moi, c'est ce que je me dis. Hein. Mais comme Eugène l'a dit, c'est la question de l'utilité et vraiment de l'efficacité. Parce que, bon, comme je mets en réserve vraiment l'efficacité et l'utilité de ce genre d'action. Mais c'est vrai qu'ils ont essayé de... Parfait disait qu'effectivement, il n'y a rien à dire. Quand tu vois les organisateurs, il n'y a pas un parti... Et on a même gardé l'anonymat pour donner du crédit, ce qui peut faire bien. Mais cet anonymat aussi peut être aussi un élément troublant. Quand on dit des confessions, donner la liste des gens et même les fonds que les gens ont collectés, il y a tout ça il y a ces problèmes-là qui viennent en arrière-fond. Donc, Alors, il a été dit aussi que c'était un meeting de soutien au président du Faso, qui a d'ailleurs réagi sur sa page, par Twitter, juste après la manifestation. Il a dit ceci: je salue la forte mobilisation des populations ce week-end en faveur de nos forces de défense et de sécurité. Ce soutien populaire témoigne de la détermination de notre peuple à rester solidaire et debout dans cette lutte contre le terrorisme et les forces obscurantistes. Ali? Bon, je pense que les prédécesseurs ont déjà tout dit, ils ont bien dit. C'est vrai que notre armée a besoin du soutien, de savoir que le peuple burkinabé qui n'est pas sur le terrain soutient l'action des militaires sur le terrain. Bon, mais ceci dit, est-ce qu'une manifestation de ce genre peut réellement apporter quelque chose aux militaires sur le terrain? Je crois pas. Je crois que ça ne peut pas apporter grand-chose. Les militaires ont besoin de stratégie pour combattre, ils ont besoin d'armes, ils ont besoin de renseignements, ils ont besoin de ceci, cela. Bon, donc ce genre de meeting-là, c'est peut-être très bien, mais ça, à mon avis, ça ne peut pas apporter grand-chose. Par rapport à ce que vous venez de dire, on a vu que dans la communication des gens, ils ont dit soutien au FDS et au président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc c'est un tweet du président qui essaie de recadrer les choses. Et puis, le président a bien compris que derrière tout ça, c'est en réalité, c'est lui qu'on veut soutenir dans la perspective. Mais justement, on a vu son épouse, Mme oui, Sika Kaboré était là avec oui, mais c'est son un pantalon tri. Oui, c'est son épouse, c'est l'épouse du chef de l'État. Elle participe à la manifestation, c'est une Burkinabé, elle participe à la manifestation pour soutenir les FDS. Bon, mais là-bas sur le terrain, on n'a pas dit les FDS seulement, on a dit FDS et le président Roch-Marc Christian Kaboré. Donc, ce qui fait qu'on ne sait pas maintenant à quel titre elle était là-bas. C'est son mari qu'elle était venue soutenir ou bien ce sont les FDS. Dans tous les cas, son mari est le chef suprême des FDS. Et dans ce cas, sa présence, en réalité, dans le fond, ne me pose aucun problème. Je veux seulement dire que quand le pays est en difficulté, que les gens arrêtent de jouer le côté partisan. Voilà, les FDS, il faut bien cadrer les choses. Ce sont les FDS qu'on venait soutenir, ou bien ce sont les FDS avec le président du Faso, ou bien c'est le président du Faso. Apparemment, on a utilisé les FDS pour soutenir le président du Faso. Est-ce que le président ici, comme Ali tentait de le dire, en termes de communication, est-ce que le président n'est pas en train tout simplement de se désengager un peu de l'aspect peut-être trop politique? Parce que quand il dit simplement qu'il tient compte de l'aspect FDS, mais lui-même, le soutien à lui-même, on pense que politiquement correct, il aurait dû quand même ramener ne serait-ce qu'une reconnaissance. Non, mais là, il ne fait pas. Je voudrais insister sur la question du soutien des FDS. Je pense que même la jeune recrue que l'on vient de recruter sait qu'il a le soutien de tous les Burkinabés pour lutter contre l'idée terroriste. Ça, c'est clair. Mais l'image que je vais donner, si dans votre famille, vous avez un décès, vous avez besoin que les gens viennent vous présenter vos condoléances. Mais le soutien dont vous avez besoin, c'est qu'on aille préparer la tombe pour la personne qui est décédée. Aujourd'hui, le soutien dont les FDS ont besoin, tout le monde le connaît. C'est les armes, c'est leur gonfler le moral pour qu'ils gagnent la guerre.
Le reste là, c'est de la fanfare. Alors, mais je ne sais pas, moi je n'ai pas vu, mais de façon chose, on n'a pas vu, par exemple, le ministre de la Défense, qui est quand même dans le gouvernement, c'est quand même lui le patron des forces de défense. On a vu des militaires, mais on n'a pas vu le ministre de la Défense, par exemple. C'est lui la cheville ouvrière, en fait, de la mise en place des stratégies, des actions sur le terrain. Mais ce qui fait peur en tant que Burkinabé, c'est qu'on instrumentalise. J'ai l'impression que c'est une communication politique et que l'on instrumentalise le thème, donc, dramatique de l'insécurité à des fins politiques. De là, le lien est apparemment visible, quoique bon, malheureusement peut-être que le président essaie de recadrer, mais quand on regarde même tout ce qui était aux avant-postes et tout, bon, mais écoutez, de toute façon, l'initiative, elle est louable. Maintenant, c'est la modalité et la façon dont l'action a été déclinée qui est discutable. Mais il faut éviter, parce que la question sécuritaire ne concerne pas, elle n'est pas partisane, elle concerne tout le monde. Voilà. Ce que moi je voulais ajouter, excuse-moi, ce que je voulais ajouter, on aurait pu éviter ces discussions que nous menons aujourd'hui si les organisateurs de cette manifestation avaient pris langue avec, il y a le CFOP, il y a ceci, cela, et ils disent, bon, écoutez, notre pays est en difficulté, nous voulons organiser une manifestation pour soutenir les FDS, venez vous joindre à nous pour que nous vous organisions. Puisque c'est ce discours, on nous fait croire que le pays nous appartient à nous tous et que nous devions ensemble lutter pour ce pays. Ce qui est vrai, ce n'est pas qu'on nous fait le pays nous appartient. Malheureusement, ceux qui ont organisé la manifestation appartiennent tous ou quasi tous à une seule formation politique. Et ils ont dit là-bas, on soutient les FDS et le président du Faso. Donc du coup, leur message même est brouillé et ça fait qu'il y a un petit souci. Ceci étant, on a tous besoin, les FDS sur le terrain, ils ont besoin de soutien, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont besoin de plus d'armes, ils ont besoin de plus de renseignements, ils ont besoin de plus de ceci, cela, pour lutter contre la. Sinon, ce genre de meeting recto-verso avec intercalé, on en a fait dans ce pays normalement. Le ministre de la Défense n'est pas venu. Est-ce que ça aussi, je voulais terminer par ça. Ça ne joue pas contre le message de dit on veut soutenir les FDS. J'allais terminer par là, parce que c'est le ministre de la Défense, Si Chérif, qui devait être en tête de ça. Malheureusement, c'est un citoyen, le Larlé Nava, qui a dit à tout le monde qu'il ne ferait plus la politique et tout. C'est lui qui était à la tête de ça. Et bon, mais quand on regarde tout l'aéropage derrière, il y avait des ministres du gouvernement qui étaient là. Quand on regarde l'aéropage derrière, bon, on a enclin de se poser des questions sur la sincérité de la manifestation. En fait, dans le gouvernement, il y a des ministres qui ne sont pas affiliés MPP ou du tout connus pour être du MPP. La plupart de ces ministres-là, on ne les a pas vus apparaître là-bas. Hier, par exemple, dont le ministre de la Défense lui-même. Est-ce que ça, c'est pas... Côté communication, ça ne pose pas un problème que le ministre de la Défense lui-même ne soit pas, par exemple, une manifestation de soutien au FDS? Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas d'abord pourquoi il n'était pas là. Mais nous, on remarque qu'il n'est pas là, c'est ça le problème. Est-ce qu'il est au Burkina? Est-ce qu'il est en mission? On peut se poser plusieurs questions par rapport à son absence. Deuxièmement, je voulais revenir pour dire que effectivement, l'idée des organisateurs, c'était de mettre en avant une manifestation au-delà des clivages politiques. Voilà pourquoi il n'y a pas un parti politique qui officiellement a organisé. Ce sont les citoyens, en tout cas selon la conférence de presse qu'ils ont organisée, ce sont les citoyens qui sont organisés avec plusieurs organisations qui ont pris comme parrain le Lalé Naba. On peut dire, on peut très bien dire, c'est le Lalé Naba lui-même qui a organisé, mais au moins, disons que ça a été au-delà des clivages. Oui, l'autre chose qui est importante que André a relevé ici, c'est de dire c'est bien que les FDS sachent qu'il y a tout un peuple qui est derrière eux. Mais allons au-delà des actions ponctuelles. C'est-à-dire qu'ils peuvent être gonflés à bloc par le soutien à travers ce genre de manifestation, mais ils peuvent être gonflés à bloc par d'autres initiatives, comme par exemple tout faire pour que les primes soient versées à temps, comme par exemple améliorer le management, l'encadrement. Les 10 millions qui ont été promis aux familles des défunts également, et ça aussi, il faut que ça soit normalement versé. Ce genre d'initiatives-là permettent effectivement à ce que ceux qui vont se battre sur le terrain le font avec le cœur, en se disant, bon, même si ça arrivait, au moins je sais que mes ayants droit seront pris en charge. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis, c'est bien ce genre de manifestation, mais il faut qu'on puisse aller au-delà. Parce que la guerre, là,
la guerre que nous menons là, elle ne va pas se gagner avec ce genre de manifestation. Parfait, on va évoluer sur l'aspect point. communication politique. Oui. Alors, on dit que ce n'est pas partisan, c'est au-dessus de la mêlée des sensibilités, mais on n'a que les ministres qui sont des ministres du MPP qui viennent. Pendant ce temps, les ministres qui ne sont pas reconnus comme étant du MPP ne viennent pas. Comment on peut expliquer ça? Ce sont ces ministres qui auraient dû être les premiers à être là parce qu'ils ne sont pas affiliés à un parti et ils ne sont pas là. Deuxième chose, le président du Faso qui a fait un tweet dans lequel il ne ramène pas en fait l'intérêt pour son soutien, mais il parle plutôt des FDS. Est-ce que quelque part ici, le président tente d'éviter qu'on utilise par exemple les FDS pour le soutenir? Non, mais moi Deux questions, très rapidement. Je réponds d'abord à la deuxième question en disant que le président, effectivement, il constate qu'il y a une manifestation qui est organisée pour soutenir les FDS, dont on précise ici qu'il est le chef suprême des armées. Et donc, il se prononce effectivement en disant, bon, ce genre de manifestation permet effectivement de montrer que le peuple est derrière les FDS. Pour moi, c'est important de le dire. Pour moi, ce n'est pas un recadrage de dire, s'il ne parle pas du soutien à son magistère, pour moi, c'est pas ça qui... S'il ne l'évoque pas, pour moi, ce n'est pas important. Mais le plus important, c'est qu'il se prononce en disant, si vous soutenez les FDS, ça veut dire que vous soutenez aussi mon action. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. D'accord. Moi, je dis deux mots. La première question, bon, moi je ne sais pas comment répondre à votre question. Parce que là on est en train de dire que c'est partisan, c'est pas partisan, mais on voit que des ministres partisans, on voit pas des ministres non partisans. Donc c'est ça. Moi je voulais répondre à ça. C'est ce que les gens se posent comme question que nous aussi on essaie de... Moi je voulais répondre à ça. Vous avez parlé de communication politique. Est-ce que vous connaissez un arracheur de dents qui vous dit que pour arracher une dent ça fait mal? Non, ils vous disent menteur comme un arracheur de dents. Mais oui, merci Ali d'avoir terminé ma parole. Merci pour cette image. On va continuer donc le débat. Je précise aux téléspectateurs qui peuvent déjà s'inscrire pour pouvoir participer dans la deuxième partie de cette émission en appelant pour se prononcer sur le sujet qui les intéresse. Alors, deuxième sujet, c'est la crise à la santé. Ça continue toujours. On va jusqu'au 2 novembre. Je crois que c'est l'intervalle du mouvement d'humeur qui avait été donc fixé par le Chincha. Alors, à Bobo-Dioulasso, on a assisté à une autre manifestation anti-personnel de la santé. Des associations ont appelé donc à manifester contre les agents qu'ils estiment être un peu dans l'abus et que voilà, il fallait qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. André Géniboulot. Alors, cette situation, on a vu malheureusement qu'il y a eu des actes de violence et puis bon, la police est intervenue. La première des choses, c'est que si on est dans un état de droit, il y a des avantages et des inconvénients. C'est ça qu'il faut dire. Nous sommes dans un état de droit, nous ne sommes pas dans un état de jungle. Tout est balisé et si tout le monde suit les règles, normalement, il ne doit pas avoir de problème. Le problème de la santé, il faut le régler sous l'aspect de la loi. Et la loi, quand on fait appel à la loi, c'est qu'il y a deux antagonistes. Je pense qu'il faut que l'État prenne sur lui de s'asseoir, et l'État est dirigé par un gouvernement, il faut qu'il prenne sur lui de s'asseoir et de discuter avec les gens d'une manière franche. Parce que les dérobades vont amener. Moi, j'attends un jour où il va y avoir des citoyens qui vont se lever et qui vont avoir de très bons avocats et qui vont poser plainte contre l'État et contre tout ce qui suit. Parce que, non, c'est pourquoi j'ai dit, parce qu'on ne peut pas laisser les gens mourir comme ça et regarder. Que ce soit au niveau de la santé, ceux qui soignent les gens, ou bien que ce soit ceux qui sont au niveau de ceux qui doivent faire travailler les gens, on ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. C'est vrai que ceux qui laissent les gens mourir ont la capacité d'aller se soigner ailleurs. Mais quand on dirige des gens et quand on dirige un pays, on ne peut pas laisser ses concitoyens mourir comme ça. Oui, mais la question aujourd'hui, c'est quand, par exemple, à Bobo, il y a une première manifestation, une deuxième manifestation, on accuse des politiques d'instrumentaliser les OSC pour régler un problème qui aurait pu se résoudre autrement. Ce n'est pas qu'on accuse des politiques. Ici, nous avons vu le long conflit, tout au long du long conflit qui opposait les financiers pour la grève des fonds communs. Et à un moment donné, la communication a évolué. On a voulu faire croire, on a voulu monter les populations contre donc, les grévistes.
Bon, fort heureusement, disons que ça a été quand même géré, mais c'est du déjà vu quelque part. Donc, voilà encore une situation où la situation ne fait que s'aggraver. C'est une négociation. Alors, c'est une question, on essaie de transférer les responsabilités. Ce que je vois, je pense que l'État essaie de transférer ses responsabilités sur les grévistes. Et pour cela, il faut communiquer et donner l'impression qu'on a la population derrière, donc le gouvernement, pour que le gouvernement ne bouge pas. Or, c'est quoi ? Ça c'est encore des dérobables, comme il a dit. L'article 2 de notre Constitution dit que la protection de la vie incombe à l'État. L'article 26 de la même Constitution, qui reconnaît le droit à la santé, dit que c'est l'État qui est chargé, qui est responsable de sa promotion. Mais en quoi est-ce que, si la situation dégénère et que des gens arrivaient à mourir, on devrait s'en prendre donc au personnel donc médical? Oui, mais souvent aussi on le dit, mais du point de vue de l'éthique. L'éthique du soignant, l'éthique du médecin. Non, mais l'éthique... Est-ce que quelque part, quand on prend par exemple le serment, il y a le serment d'Hippocrate, il y a tout ça quand même. Est-ce que ça aussi, ça n'oblige pas, par exemple, l'agent de santé, quelle que soit la situation... Vous faites bien de citer le serment d'Hippocrate, mais toujours est-il que dans le contexte actuel, parce que l'un des volets de la grève, c'est quoi? C'est l'amélioration des conditions de travail des médecins. Ils sont dans un stade où ils regardent impuissants les gens mourir, parce qu'ils n'ont pas de matériel, parce qu'ils n'ont pas les médicaments, ils n'ont pas... C'est tout ça aussi. Donc, dans un tel contexte, est-ce qu'on peut parler de l'éthique? L'État aussi, il y a des responsabilités. Et la responsabilité de l'État ici est engagée, est fortement engagée. D'autant plus que c'est un droit constitutionnel. D'accord. Oui. Mais comme nous avions parlé des FDS, les FDS, ceux qui s'engagent dans l'armée, ils s'engagent au péril de sa vie pour défendre la patrie. Mais vous ne pouvez pas demander à un soldat d'aller au front les mains en l'air pour aller se faire tuer parce que vous dites qu'il est engagé, il est devenu soldat. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est mettre les responsabilités en face de tout le monde. Les médecins ont le devoir de nous soigner, mais ils ont le droit d'avoir ce qu'il faut pour soigner les gens. Ils n'ont même pas le matériel pour soigner les gens. D'accord. Alors, parfait, on a vu aussi qu'il y a, par exemple, tu vas revenir sur la question, il y a des coupures. Est-ce que le gouvernement n'est pas allé trop loin en coupant, par exemple, il y a des coupures, il y en a qui n'ont pratiquement rien eu à la fin de ce mois. Est-ce que ça va durcir le mouvement? Oui, ça peut durcir le mouvement, sauf que en même temps, quand on fait la grève, on doit s'attendre aux conséquences de la grève. C'est-à-dire que si on décide de ne pas travailler, c'est qu'on doit s'attendre à des coupures, et ça, c'est prévu par la loi. Maintenant, j'ai dit, pour la manifestation à Bobo, mais les gens, ils se trompent de combat. Vous n'avez pas à vous attaquer aux médecins, aux infirmiers. Ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est le gouvernement. C'est tout simple. Aujourd'hui, quel est le problème qui est posé? C'est un problème de non-application d'un accord. D'un protocole d'accord. Et pourquoi le gouvernement n'arrive pas à l'appliquer? Parce que le gouvernement n'a pas les moyens de l'appliquer. Dit qu'il n'a pas les moyens. Le gouvernement dit qu'il n'a pas les moyens de l'appliquer. Il y a une nuance. Non, enfin, on ne le dit pas, mais c'est ça qui est le problème. On n'arrive pas à appliquer parce qu'il n'y a pas de moyens. On a parlé de cette question plusieurs fois ici. J'ai dit plusieurs fois ici, c'est le gouvernement qui est entièrement responsable de ce qui arrive. Donc, qu'on organise 1000 manifestations contre les agents de santé, on se trompe de combat. Le problème n'est pas là-bas. C'est vrai qu'on peut dire, bon, vraiment, c'est choquant parce qu'on regarde des gens mourir et tout, mais en même temps, il y a ce qu'on a toujours dit ici, où la boîte de Pandore a été ouverte. Il y a eu plusieurs corps de métier qui ont vu leurs revendications satisfaites. Donc, souffrons que les agents de santé aussi attrapent le bon bout et qu'ils tiennent jusqu'à la fin. Maintenant, voilà, moi, je souhaite vraiment que le gouvernement ait un langage de vérité désormais. Si vous ne pouvez pas appliquer un accord, ne le signez pas, tout simplement. Si vous savez que cet accord-là, il est inapplicable, vous n'avez pas les moyens dans 5 ans, dans 10 ans, de l'appliquer, de pouvoir supporter, ne le signez pas et vous discutez. Donc, pour moi, il y a un problème de dialogue au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un dialogue de vérité. Parce que là, les syndicats des agents de santé estiment que le dialogue est rompu. Il n'y a pas de dialogue, le gouvernement ne dialogue pas. En fait, le problème, ce n'est pas qu'il soit rompu ou qu'il soit toujours là. Il faut un dialogue de qualité qui permette d'avancer sur les différents points. Et donc, d'abord, il y a un point, c'est-à-dire qu'il faut que les deux parties puissent avoir confiance l'une dans l'autre. Et je pense que là, actuellement, il y a un problème. Deuxièmement, il faut que les paroles, les engagements pris de part et d'autre là soient
tenu, soit respecté. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, ceux qui disent non, les agents de santé vont trop loin, on peut leur comprendre. On peut comprendre ceux qui disent ça parce qu'effectivement, personnellement, j'ai vécu des situations où j'ai pensé cela à un moment donné parce que j'ai été face à une situation dans ma famille et j'ai pensé cela. Mais en même temps, quand vous allez loin, vous dites, mais les gens, ils font la grève parce qu'ils espèrent une amélioration de leurs conditions de vie. Et ils choisissent des méthodes de lutte. Moi, c'est au gouvernement de pouvoir donner le change. C'est-à-dire pouvoir négocier et pouvoir trouver des solutions aux problèmes posés. Sinon, on ne peut pas continuer à dire que ce sont les agents de santé qui tuent les gens. Non. Il faut se dire quand même la vérité. Hein. Quand on dit qu'on pose le problème éthique pour dire que les médecins laisseraient mourir les gens, de vous à moi, nous savons très bien que l'hôpital est un mouroir. On le sait très bien. Et pire, allez aux urgences traumatologiques, vous verrez. Les gens arrivent, le service est débordé. Les médecins ne peuvent pas refuser. Ils prennent. Et ils regardent les gens mourir. Donc, c'est faux de vouloir dire que... Bon, c'est vrai que du fait peut-être, mais c'est vrai qu'il n'y a pas arrêt total. Hein. C'est vrai que leur mouvement, ils maintiennent leur mouvement, alors, mais est-ce qu'il y a une bonne compréhension? Parce que je parlais tantôt des coupures qui ont été opérées sur les salaires. Parce que quand on écoute les concernés, le personnel de santé, ils estiment que leur mouvement concerne simplement les recettes. C'est-à-dire qu'ils font des prestations gratuites, donc il n'y a pas de recettes. Alors ils estiment que ça, c'est pas... Ah non, mais ça, c'est très grave. Vous savez que nos hôpitaux, là, ils comptent déjà sur ces recettes-là pour pouvoir renouveler les stocks des consommables médicaux. Donc, les syndicats, ils savent très bien ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sont formés pour faire des prélever des choses, pour faire des recettes? Ils sont formés pour soigner? Est-ce qu'ils ne soignent pas? Non. Les syndicats savent très bien ce qu'ils font. Là où ils ont attrapé, là, c'est là où ça fait très très mal, vous savez bien. Et donc, le gouvernement aussi réagit en fonction de cela. Et ça, c'est très clair. Maintenant, j'ai dit, quand vous faites la grève, vous devez, les syndicats le savent très bien, quand ils font la grève, la coupure, là, elle est immédiate. Oui, attendez, ça serait une première. Elle est liée à cela. Ça serait une première dans ce pays, oui. Et que l'on voit que l'État donne la sécurité pour appliquer, en fait, cette mesure-là. On a vu des gars qui ont grévé pendant 2 mois, 1 mois ici, mais nous n'avons pas eu connaissance qu'il y a eu des coupures. D'accord. Et donc, quand on commence, il faut aller pour tout, il faut l'appliquer pour tout le monde. D'accord. Ali? Oui, moi je pense que on a déjà dit ça ici. On est dans l'engrenage. Oui, c'est l'engrenage et on a toujours dit ça ici. Je ne sais pas si on nous écoute ou bien on pense qu'on vient les dimanches ici pour nous balader. Je pense que c'est assez pénible de se réveiller le dimanche pour venir ici, tout le monde le sait. On a toujours dit que le problème du Burkina Faso, c'est que ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas la capacité d'engager clairement une discussion avec les partenaires sociaux et qu'à la fin de cette discussion, quelque chose de potable, Parfait l'a dit, une discussion de qualité. Ça veut dire quoi? Une discussion qui est susceptible d'être une discussion dont les résultats peuvent être appliqués sur le terrain. Quand on discute avec les gens, on signe les accords, genre on signe et puis on rentre chez soi pour dormir, et puis après le lendemain on se rend compte qu'on ne peut pas appliquer. Ça, c'est pas bien. Donc aujourd'hui, les populations de Bobo-Dioulasso qui sont sorties, elles sont sorties, mais elles se sont trompées de colère. Ce n'est pas vis-à-vis des médecins, ce n'est pas en allant casser du médecin, en allant saccager l'hôpital Sanoussourou, qui déjà lui-même n'est pas dans de bonne situation, mal en point. Ce n'est pas là-bas que vous allez résoudre votre problème. Par contre, s'ils étaient sortis pour faire une manifestation citoyenne dans la rue, pour attirer l'attention non seulement des médecins, mais aussi du gouvernement, pour qu'une discussion potable soit mise en place, pour qu'on sorte de l'engrenage, ça sera super. Mais enfin, on a un gouvernement qui est là, qui ne rend service, qui n'écoute que ceux qui sont capables de les emmerder, notamment les magistrats, qui ont certainement des dossiers. Donc on va leur donner l'argent pour avoir la paix. On va satisfaire les financiers, parce qu'eux-mêmes, ils ont leur caisse noire qui passe par là-bas. On va donner aux financiers pour avoir la paix. Et il y a les pauvres médecins qui, eux, n'ont rien, donc on va les laisser mourir. Ce sont les journalistes, on va envoyer la police à l'intérieur des studios de la télévision pour obliger les gens à travailler. Bon, tout ça là, ça fait du 2 poids 2 mesures, du 2 poids 2 mesures, et ça ne fait pas sérieux. Moi, je pense que le gouvernement doit s'asseoir calmement, tranquillement, dossier par dossier, engager une discussion potable, mettre les gens en face de la réalité pour que le pays se mette en ordre de travail, de marche. On a une partie de notre territoire
qui fait face à l'insécurité, si à l'intérieur encore les mouvements sociaux viennent. On m'a dit qu'au stade municipal là-bas, il y a un chef même qui s'est mis à genoux pour demander aux travailleurs d'arrêter leur manifestation. Majesté, on vous comprend, mais ces travailleurs-là doivent manger aussi. Merci Ali. Oui. Si vous regardez les gens, vous prenez un médecin qui fait Bac+7, qui ressort et qui a 200 000 francs pour soigner les gens. Et vous avez des gens... Ça dépasse 200 000 maintenant. Et vous recrutez... Non, ce qu'il faut dire, là, de toutes les façons, là où la bagarre se situe, quand vous faites une grève, et normalement dans les pays, dans les grands syndicalistes, ils ont une caisse pour les grèves. Ça veut dire qu'ils savent que s'ils vont en grève, on va couper leur argent. Ça, c'est normal. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Normalement, quelqu'un qui ne travaille pas ne devrait pas lui demander de l'argent s'il n'a pas travaillé. Oui, mais par contre, je termine. Oui. Par contre, ce que les médecins font, mais vous ne pouvez pas leur demander de faire une grève et d'aller couper simplement le robinet. Et puis, parce que l'eau ne coule pas, ils sont en grève. Il faut qu'ils tapent là où ça fait mal. C'est en fait pour obliger les gens à venir sur la table de discussion. Mais ils font grève, ils partent arracher les herbes de l'hôpital, mais ils vont gréver pendant 1000 personnes ne viendra les voir. Je crois que ce que les médecins font, c'est normal dans ce qu'ils font. Je sais qu'il y a des conséquences, mais c'est pour amener l'autre partie à venir discuter avec eux. On ne peut pas leur demander de faire une grève. Est-ce que la question aussi de... Je voulais ajouter un petit mot sur les coupures là. C'est vrai, quand vous allez en grève, votre syndicat doit payer les jours de grève qui ont été coupés. C'est vrai. Mais je pense que dans la situation du Burkina Faso, nous voulons un retour à la normale tranquillement. Il faudra que le gouvernement s'en tienne compte, parce que les syndicats burkinabés ne sont pas comme les syndicats des autres pays, avec des syndiqués et puis beaucoup d'argent dans leur caisse. Ce sont des syndicats même qui reçoivent des subventions de l'État. Moi, la question que je vais poser, est-ce que ce n'est pas abusif? Je vais terminer. Quand c'est par la faute de l'État même que les gens... Je vais terminer. Il y a cet aspect, et puis il y a un deuxième aspect. Est-ce que l'État a fait l'état de tous ceux qui sont allés à la grève avant de couper? Il y a eu une grève à la télévision du Burkina Faso. On a un collègue même qui était malade couché à l'hôpital. On a coupé son argent. Alors que le monsieur, il y a d'autres qui étaient là, qui ne travaillaient pas, on a coupé. Donc, c'est cette façon, j'allais dire, indistinguée de frapper là, qui me pose problème. Alors, il va falloir faire les choses normalement pour ne pas qu'il y ait de l'abus. Ma question, c'était de dire, alors, il y a un protocole d'accord qui a été signé, que l'État lui-même ne veut pas appliquer, donc il y a une faute. Et pour ça, les gens manifestent, et l'État coupe encore leur salaire parce qu'ils manifestent. Bon, la question est là. La question de la responsabilité, je les ai donnés à travers les articles de la Constitution. C'est l'État qui est responsable. Maintenant, pour les coupures et autres, je pense que moi, je serai à la place des syndicats, que je serai avisé d'engager des procédures en justice. Merci. On va continuer. Je peux te dire simplement, vous savez, quand vous êtes un artisan et que vous n'avez qu'un marteau, tous les objets se transforment en pointe. L'État, simplement, il n'a que la force. Il ne réfléchit plus. Merci. On dit souvent aussi que la force de l'État ne doit pas être une force obscène. Alors, merci, on continue. Cette fois-ci, on va parler du CDP. CDP avec les sorties des deux derniers groupes comme ça, parce que la direction du parti est sortie. Maintenant, ce sont les sanctionnés eux-mêmes qui sont sortis. Et puis le courant, Mamadi Kwanda, on va retenir que tout le monde s'est aligné sur la demande du fondateur, donc du président d'honneur Blaise Compaoré, qui à travers ses lettres avait demandé de regagner les rangs, et ceux qui avaient aussi des actions en justice d'y mettre fin. Alors le courant des sanctionnés, donc Léonce Koné et compagnie sont sortis, ils ont fait leur conférence de presse, ils disent qu'ils s'alignent, ils saluent, ils sont prêts à travailler avec la direction dans le sens voulu par le président fondateur. Mamadou Kwanda également s'est aligné. Il y a une correspondance adressée au cabinet, à ses conseils depuis le 21. Donc depuis le 21 octobre pour demander d'arrêter toutes les procédures. Alors finalement, tout est rentré dans l'ordre au CDP. Ah bon? Tout est rentré dans l'ordre? C'est une question que je pose. Du moins, les correspondances, les résolutions du président d'honneur ont été respectées. Je ne saurais vous le dire parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais si je me fie un peu à l'évolution, disons que c'est une étape. Nous avons franchi une étape importante. Mais vous faites bien de noter qu'il y a quand même deux courants. Hein, il y a quand même déjà deux courants. Alors, maintenant, ça, c'est l'existence déjà des deux courants. Ça augure déjà peut-être d'autres perspectives. Trois courants, parce qu'il y a le courant Mamadou Kwanda, il y a les sanctionnés qui ont estimé qu'ils ne font pas partie donc de l'autre courant. Et puis, il y a la direction du parti. Voilà, ce qui est sûr, il y a l'existence de ces courants-là. Peut-être préfigure ou bien augure peut-être des lendemains pas du tout très tranquilles et très calmes
pour le CDP. Mais je note que le courant Kwanda a quand même mandaté celui-ci. Il a été mandaté par son propre courant, disons, de prendre toutes les mesures. Mais tout le monde, en fait, se rallie aux sages décisions, d'ailleurs, il faut le dire, du président fondateur. Maintenant, c'est une étape, comme je le dis. Et quand on va évoluer, on verra certainement d'autres. Mais la crise est loin d'être finie, ça c'est sûr. Alors, André et Jeanne Livoureux, c'est sûr qu'il y a une cohabitation qui va se faire avec des clivages, c'est des courants. Alors, mais on a coutume aussi de dire que les courants sont synonymes de dynamisme quelque part. Est-ce que forcément on peut voir des problèmes, voir aussi peut-être une évolution? De mon point de vue, avant la lettre du président, président fondateur du parti du CDP, j'aurais pensé comme Évariste. Mais je me rends compte que le monsieur, il n'est pas au Burkina, mais quand il parle, tout le monde se met au garde à vous. Ah là, ça m'a impressionné. Parce que j'avais cru que le gars était totalement fini. Or là, je constate que quand il parle, tout le monde serre les fesses. Et là, je dis, bon, le gars, il est en dehors du Burkina, mais il peut faire toujours des choses au Burkina. Et ça, c'est bien que les Burkinabés ouvrent les yeux et ils regardent, parce qu'il faut analyser froidement les choses. Les gens se mettent en bagarre, le gars, il se tait, et ça, il avait cette réputation. Le gars, il parle, et il n'y a personne qui dit on n'est pas d'accord. Et tout le monde dit, il a parlé, nous tous, nous sommes d'accord. J'ai dit, waouh. Est-ce que ce n'est pas le sens de la fidélité, le sens de la loyauté? Si les textes, par exemple, du parti reconnaissent, lui attribuent même un rôle important, un statut de fondateur et en plus, président d'honneur. C'est un leader. Mais c'est pourquoi j'ai dit, avant, j'aurais pensé comme Évariste, dire, bon, écoutez, il y a plusieurs courants, mais le gars a parlé, et vous avez tous les courants qui disent, on écoute ce qu'il a dit et on va faire ce qu'il a dit. Moi, j'ai dit, il faut que les Burkinabés regardent calmement ce qui se passe, parce que on aurait cru que le gars était fini et qu'il est parti, il n'est plus là. Mais il montre encore sa force de frappe au Burkina. Ça, c'est l'analyse que je fais, qu'on peut ne pas partager. Au CDP ou au Burkina? Non, au CDP quand même, parce que c'est un parti. Mais toi qui es quand même un peu d'une certaine époque, je te renvoie à l'époque de Maurice à 78. Dis-moi si à 78, non. Si Maurice avait à la possibilité de compétir avec la Mizana, est-ce que les résultats n'auraient pas pu être autrement? Parce que Maurice n'a dirigé le pays que 6 ans. Or, M. Compaoré a dirigé le Burkina pendant combien d'années? Et la question c'est... Non, la question c'est qu'il a quand même géré le pays pendant 27 ans. Ce n'est pas 27 jours. Est-ce que ce n'est pas plutôt la qualité de la fidélité, de la loyauté qui reste? Ouais. Parfait, c'est ça. La dernière fois, j'ai dit ici, le monsieur, c'est un sphinx. Il a parlé de tout, sauf du vrai problème. Et le vrai problème, je répète, c'est la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo. Donc, remarquez... Il y a d'autres candidatures. J'ai dit le vrai problème du CDP, à mon avis, c'est la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo, et je maintiens. Pourquoi j'ai dit cela? Tout le monde sait que le problème est venu de là-bas. Pourquoi on a sanctionné les gens? C'est parce qu'ils sont allés soutenir la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo. Et lui, il écrit 3 lettres, il ne parle même pas de ça. Mais les sanctionnés, ils disent clairement, oui, on revient dans le parti, mais on soutient toujours la candidature de Kadri Désiré Ouédraogo. Donc, c'est une partie. Parce que la tendance Kwana ne soutient pas ça. Oui, on est très, très, très loin de résoudre le problème au CDP. Et l'autre chose que je remarque, c'est que, contrairement à ce qu'il dit, à ce que Kwana dit, ses avocats n'ont pas transmis à la justice sa lettre de rénonciation. Non. Parce que là, il y a eu un procès dans le cours de la semaine, la jeudi ou vendredi, si je m'abuse. Mais qui a été renvoyé parce que... Oui, qui a été renvoyé justement. Mais parce que ces avocats ont estimé qu'il y avait des arrangements en cours. Non, il ne faut pas douter. Donc ils ont ramené. Mais ce qui est sûr, Mamadi Konda a envoyé une correspondance au cabinet d'avocats en question. Au cabinet d'avocats en question, donc Maître Biriva et Maître Sampéuré, je crois, qui ont bien reçu, qui ont bien notifié. Donc Mamadi Konda a fait sa part d'action. Et ces avocats-là n'ont pas transmis. Ça, je ne sais pas. Mais les avocats ne peuvent pas aller contre le gré de leur client. C'est ce que je constate. Non, les avocats ne peuvent pas aller contre le gré de leur client. J'ai dit, c'est ce qu'on a constaté. Ce jour-là, le tribunal dit qu'il n'a pas reçu la lettre qui montre qu'ils ont retiré la lettre. D'accord. Donc, on constate tous comme ça. Moi, j'ai dit, on est encore très, très loin de la solution. Parce qu'on n'a pas encore évoqué la question de qui sera candidat. C'est des étapes.
Voilà pourquoi j'ai dit, Blaise Compaoré, il a écrit 3 lettres, mais il reste une quatrième. Non, il reste une quatrième, il reste encore des lettres. Il reste encore des lettres. Je voudrais quand même... Ali, juste pour donner la parole. Bon, je crois que... On a vu Badini démissionnaire, donc voilà, qui a fait une lettre pour réintégrer. Oui. Bon, Mamadi Kwanda et sa tendance sont sortis hier par des choses qu'on le dit si bien. Mamadi Kwanda pense que c'est Juliette Bunkungu qui est bien placée pour être la candidate du CDP à l'élection présidentielle. En réalité, on l'a dit ici. Mais ce n'est plus Juliette Bunkungu. Oui, Juliette est... Voilà, Jérôme Bougma. Voilà, c'est Jérôme Bougma qui a été proposé comme Mamadi Kwanda. Donc, le vrai problème, Parfait l'a dit, il s'agit de qui sera le candidat du CDP à l'élection présidentielle. Mais ce n'est pas Cadre Désiré Ouedraogo, ce n'est pas une question Cadre Désiré Ouedraogo, c'est une question de qui sera le candidat. Il se trouve qu'à l'intérieur du CDP... Et les qui sont nombreux. Oui, qui sont nombreux, oui. On a Eddy Komboigo, on a Cadre, on a Jérôme Bougma, on a certainement... Il y en a d'autres. Donc, le président Blaise Compaoré envoie une lettre parce que c'est par étape, comme on l'a dit, où dans une première étape, il faut ressouder la maison. Et dans l'une de ces lettres, même, il a dit les autres questions seront évoquées prochainement. Donc, c'est pour dire tout simplement que la tempête n'est pas encore terminée. C'est vrai, la tempête n'est pas terminée parce que au choix du candidat, il peut y avoir encore d'autres choses. Mais pour être d'accord avec le doyen Eugène, Blaise Compaoré montre qu'il a encore les cartes en main. Non, pour moi la tempête est partie. Pour moi, la tempête est finie. Du moment où tout le monde dit, nous, on respecte le président fondateur du parti et ce qui dit, nous sommes d'accord. La 4e lettre que Parfait attend, le président fondateur va écrire pour dire le candidat du CDP, c'est un tel. Et comme tout le monde a déjà serré les fesses, on s'aligne. Tout à fait d'accord. C'est comme ça que moi je vois la chose. Parfait estime que c'est le calme avant la tempête. Non, pour moi, il n'y aura plus de tempête. Pour moi, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Vous êtes bien optimiste. D'accord. Parce que moi, je dis, quand vous avez déjà un candidat déclaré, Non, mais en fait, il y a Cadre Désiré Ouedraogo, vous avez encore d'autres courants. Mais il n'est pas déclaré par le CDP, il est Oui, déclaré par ses partisans. Nous savons tous ici que ce que le cadre voulait, c'est récupérer ce parti et puis en être le candidat. Vous savez tous que c'est ça qui est le problème. Je maintiens que ce n'est pas une histoire de dire qui sera candidat, mais cadré ou un autre. Et d'abord cadré. Parce que c'est ça. Non, de toute façon, est-ce que le problème ici, que c'est vraiment un problème que de façon légitime, Cadré veuille être candidat du CDP, Eddy Komboigo veuille être candidat du CDP, Jérôme Bougma désormais veuille être candidat, ou quelqu'un d'autre veuille être candidat? Est-ce que c'est là un problème? Puisque maintenant il faut arriver au lieu où on va choisir le candidat. Je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose. Vous savez, M. Cadré Désiré s'est prononcé comme candidat en dehors du CDP. Et il y a un mouvement même qui le soutient en dehors du CDP. Moi, j'ai dit, aujourd'hui, M. Cadré peut être candidat. Mais si le président du parti dit que ce n'est pas Cadré, tous ceux qui disent qu'ils sont d'accord avec le fondateur du parti là, vont serrer les fesses derrière le candidat choisi par le fondateur du parti. Quitte à M. Cadré d'aller se présenter comme un autre candidat de notre parti. Moi, j'ai dit la tempête au CDP, là, pour moi, elle est finie. Bon, tu dis que je peux être optimiste, mais c'est comme ça que moi, j'analyse la chose. Je partage totalement son analyse parce que c'est le président Compaoré, quoique étant même à l'extérieur, quoique des gens veuillent en fait le dénier sa nationalité, non, il a toujours de l'influence. Il demeure toujours et reste un leader. Parce que je prends toujours le cas de Maurice. Non, laissez-moi finir. J'ai toujours pris le cas de Maurice, parce que ça m'a. J'étais enfant tout petit avec mon papa, on passait vers Koudgou. Et ce monsieur qui a dirigé le pays que pendant 6 ans, il avait toujours de l'influence sur les gens. Voilà. J'ai toujours gardé ça en tête. Non, je vais terminer sur quelque chose. Vous savez, quand on prend le CDP et le MPP, prenez le MPP. Voilà le président du MPP qui est mort. On va peut-être vers la 2e année. Jusqu'à présent, c'est un monsieur qui assure l'intérim du parti. Le président, l'ancien président qui est président du FASO. On est là. Bon, donc ça montre carrément qu'entre le CDP et le MPP, il y a beaucoup plus de consensus, plus de tranquillité là-bas qu'au MPP. Ça même, il faut que les juristes... tranquille là-bas aussi. Oui, mais il faut que les juristes même se préoccupent sur cette tâche-là. Est-ce que l'intérim là est définitivement intérim ou bien c'est parce qu'on ne sait plus ce qui se passe? Normalement, à l'administration, après 6 mois, on doit... Merci. Normalement, dans la fonction publique, quand on est absent 6 mois, on pourra aller plus loin avec les appels. Il y a un peu de sérieux là-bas aussi. On pourra aller plus loin avec les appels des téléspectateurs.
on termine avec notre dernier sujet au plan national, c'est ce projet de licenciement de 16 agents de la police qui se trouvent de façon extraordinaire, tous membres de l'APN, qui est donc le deuxième syndicat, donc syndicat aussi de la police. Donc on voit qu'il y a un projet donc, de licenciement qui a été adressé par le directeur général au ministre, donc qui doit donc décider. Mais avant, il y a eu aussi des conflits. L'APN qui n'a pas été au départ reconnu pour son récépissé, qui a attaqué en justice, qui a eu raison. Ensuite, ces gens ont été affectés. Donc, et cela, ils ont également attaqué en justice, ils ont eu une décision favorable. Et là, aujourd'hui, on parle donc de leur radiation. Alors, celui qui va signer. On va prendre Évariste Conserve aussi cette question. Non, effectivement, c'est vrai que par rapport à ces sorties-là, nous avons tous écouté, nous avons suivi la presse. Et il ne faut pas, en fait, sur la question du respect du droit et de la loi, et je pense que les autorités policières et même le premier chef, même le ministre de la Sécurité, doivent respecter les décisions de justice. Sur ce plan, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à redire. Maintenant, ce qui me désole, c'est vrai que dans un contexte d'insécurité où vous avez une police qui est divisée, carrément. Ouais. Parce que moi, ce qui m'a intrigué et qui m'intrigue toujours, c'est que j'ai lu un peu l'interview du secrétaire général adjoint, je pense, de l'APN. Et on lui a demandé pourquoi est-ce qu'il y a deux syndicats, quelle est la différence entre vous et l'UNAPOL. Et le monsieur dit que c'est une question idéologique. Et je suis tombé des nues. Oui, parce que, attendez, une question idéologique veut dire que dans un corps comme la police, nous en sommes arrivés à avoir des débats de chapelle. Et ça m'a beaucoup inquiété. Moi, j'ai dit, celui qui va signer le licenciement de ces 16 personnes-là, il faut qu'il s'apprête à payer de sa propre poche les indemnités et les dégâts qu'il va causer. Parce que vous ne pouvez pas signer un décret, mettre ça sur le dos de l'État, et c'est l'État qui va payer les pots cassés. Il faut que les gens arrêtent d'être responsables. Parce que pour licencier quelqu'un, pour le peu que nous connaissons, parce que je suis employeur, c'est ça. On ne se lève pas le matin pour licencier quelqu'un. Même si tu as un employé et puis il vient te gifler là, tu ne peux pas le licencier comme ça. Il faut que tu suives une procédure et qui va être reconnue par la loi. Si vous licenciez ces gens, ils vont vous attaquer en justice. Et s'ils vous attaquent, ils vont gagner. Parce que vous n'avez pas suivi, il n'y a pas une procédure qui a suivi et qui montre que les gens sont à faute et au bout du compte, on doit les licencier. Si c'est parce que les gens sont des syndicalistes que vous les licenciez, l'État n'aura pas raison. Le drame avec notre État, c'est qu'il y a des gens qui règlent leur compte personnel avec des gens et c'est l'État qui paye. Je dis aujourd'hui, le directeur, le ministre qui va signer le licenciement de ces gens-là, il faut qu'il s'apprête à prendre le nationaux de sa femme pour aller payer les gens. Parce qu'il faut qu'on arrête. La question pour être plus claire, c'est que les jeunes policiers donc, qui ont créé l'APN, donc ce sont des gens qui ont quitté l'UNAPOL, qui ont créé l'APN, au départ n'ont pas été reconnus, ils ont même été blâmés parce qu'ils ont tenu des activités de leur syndicat. La justice leur a donné raison, oui. Le blâme a été levé, ils ont été donc affectés. Les 16 ont été donc affectés et selon le décret 0393 qui porte conditions et modalités d'affectation du personnel du cadre de police nationale, il est dit qu'il faut avoir au minimum 3 ans de service avant d'être affecté. Et selon la convention 87 de l'OIT, il faut aussi que les responsables, les responsables syndicaux soient déchargés des affectations, alors qu'ici, ils ont été tout simplement affectés. Et ils ont attaqué la décision. Également là, il y a un juge du référé qui a suspendu cette décision-là. Et malheureusement, ils n'ont pas pu regagner leur poste. Et vient ensuite la décision de les licencier pour non... pour désertion ou non d'occupation de poste. Est-ce que je peux dire quelque chose avant de la parole? Mais je dirais aussi, pour la police, c'est bien fait pour vous. Parce que vous ne respectez pas la loi. Quand vous arrêtez les gens, il y a un minimum de droits. Je vais prendre simplement la question de quand vous brûlez un feu. La police ne respecte pas la loi. C'est bien fait pour les policiers parce qu'il faut commencer à respecter la loi quand vous voulez que les gens vous respectent dans vos droits. Quand vous brûlez un feu et qu'on vous arrête, on prend les papiers de votre véhicule. Ce n'est pas le véhicule qui a brûlé le feu. On prend le permis de la personne qui a brûlé le feu et on laisse le véhicule continuer avec ses papiers parce que quelqu'un d'autre peut conduire le véhicule. Quand c'est le véhicule qui est en faute, on prend le permis de la personne qui conduit. On doit arrêter le véhicule mais pas le permis. Je veux dire,
nous tous, nous sommes embarqués dans une histoire où personne ne veut respecter la loi. Et quand ça vous arrive, vous voulez qu'on respecte la loi. C'est ça que je voulais dire aux policiers. Ici, ce n'est pas les policiers, pas entre Non, les non, non, policiers je et les vais citoyens. dire- C'est entre non. les policiers, la base Non, et la ce que je veux hiérarchie dire- ici. Non, Donc, je termine. Ce que je voulais dire, C'est emblématique. ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un pays de droit. On doit respecter la loi. Et la loi là doit être respectée dans les moindres détails, tout que le ce monde. soit pour le plus faible que pour le plus fort. Or, la police ici joue au biceps et ils font la force aux gens. Quand ça leur arrive, et ils se plaignent. Mais quand vous faites la force aux gens, qu'est-ce qu'on fait? alors, parfait, Sylga. Alors, ce qu'on disait ici, c'est la question du licenciement qui a un projet. Pour tout simplement, le motif, Bon, je vais me c'est faire abandon taper par des la postes. police même. Hein. Le motif, c'est abandon des postes, alors qu'il y a une décision de justice qui avait demandé, tout simplement, qui avait suspendu l'affectation, et les gens sont allés rejoindre les postes. Ils n'ont pas pu rejoindre les postes. On leur a dit attendez d'abord, et c'est dans l'attente là qu'on sort le projet de leur licenciement, au motif qu'ils n'ont pas rejoint leur poste. Non, pour moi, la question est simple. Quand on prend un décret pour licencier, il faut bien regarder le texte. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Le décret n'a pas encore été pris. Oui, C'est une proposition qui a c'est une été faite. proposition. L'autorité à qui cette proposition a été faite là doit être sage. Oui, il faut que l'autorité la regarde dans les détails. Il faut qu'elle regarde toutes les conventions. Il faut qu'elle regarde la loi. Exactement. Pour savoir si je peux le faire, si je ne peux pas le faire. C'est tout. Du côté des policiers aussi, et je suis d'accord avec Évariste, c'est vraiment dommage. Moi, personnellement, j'ai un point de vue. Depuis qu'on a commencé les débats, j'ai toujours dit, on peut me le reprocher, mais j'ai dit, il ne doit pas avoir de syndicat à la police. Pour moi, la question là est très simple. Sauf que... Ça, c'est le principe. Non, Mais non. ce sont les autorités politiques qui ont Mais accepté c'est ce que également je qu'il dis, y ait c'était des une syndicats. erreur qu'on ne puisse même avoir un seul syndicat. Parce que quand vous avez un syndicat, il faut vous attendre à ce qu'il y ait 10 syndicats. Là, on a 2, mais c'est rien. 2 syndicats de la police, ça, ce n'est rien. Vous allez voir. On va dépasser 2 syndicats. On aurait 10 syndicats de la police ici. Parce que après la PN... Non, si vous avez été syndicaliste, vous savez. Après la PN, là, il va y avoir un autre syndicat encore. Ça ne va pas s'arrêter. Alors, mais en France, Voilà par exemple, pourquoi- en France, il y a des syndicats policiers. Mais ils n'ont pas le droit mais de je- grève. Oui, mais C'est uniquement pour lutter, pour améliorer le Oui, mais leurs ici, ils ne font conditions- pas de grève. Ici, ils font pas de grève. Mais Ils sont- attendez, vous oubliez, ils ne font pas de grève. Ici, ils n'ont pas grévé. Les n'ont policiers, pas la grévé. PN n'ont pas grévé. Ils n'ont pas grévé. Non, ils n'ont pas encore grévé. D'accord. Vous vous rappelez qu'un jour, les policiers sont sortis dans la rue, ils ont fait un mouvement d'humeur, ils sont allés faire lever tous les plusieurs formes, il y a policiers. plusieurs et formes. tout. Non, ça, c'est- Vous vous rappelez de ça? Ça, c'est les GSP. Non, la police même. non, Ça, non, c'est- non, la Au police- niveau de l'aéroport, ils ont Oui, levé oui, la garde et donc, tout vous ça. voyez, Oui, mais vous ça, voyez. c'est un mouvement, c'est pas une grève. Vous voyez, moi j'ai dit à la police là, ce qui leur arrive là, il faut qu'ils s'en prennent d'abord à eux-mêmes. Parce que quand vous vous écoutez, et je trouve que c'est très grave les propos de ce secrétaire général adjoint. Ouais, il est dans l'invective. Quand vous l'écoutez, mais ce n'est pas la première fois. Là, une fois, il est intervenu, et on en a parlé ici, où il dit, vous arrivez dans un commissariat, il y a 4 armes, il y a 6... Mais attendez, dans un contexte Oui, d'insécurité... parfez, ça Non. c'est vrai. On Non, ne va laissez-moi pas revenir parler. sur ça, ce sont des affaires Non, non, déjà. non, On a non, déjà non. évoqué ce C'est- sujet. c'est- La question ici, c'est de dire, est-ce que ces jeunes, ces syndiqués de l'APN qui connaissent des décisions de justice qui ne sont pas appliquées par la direction générale et qui menacent de les licencier, est-ce que c'est ça la question? Est-ce que ici, la direction générale de la police nationale fait du bien à ce corps-là qui est central dans le contexte, comme vous le dites aujourd'hui, dans le contexte de la sécurité que nous avons, l'insécurité? Quand on veut J'ai licencier déjà répondu à la question en disant l'autorité à qui cette proposition de décret est faite là doit réfléchir avant de le faire. Mais j'ai dit, les policiers eux-mêmes là, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments par rapport à leur corps. Parce que s'ils continuent avec ça, dit que c'est un élément de l'UNAPOL qui est en fait au niveau de la DRH qui est en train de travailler contre l'APN. Attendez, c'est très Oui, grave mais, ce qui arrive à la oui, police. mais c'est l'environnement, c'est le climat qui s'est imposé aujourd'hui du fait qu'il y a 2 syndicats. Mais il se trouve aussi que, par exemple, cette proposition de licenciement a été faite des mains d'un responsable du secrétaire général actuel de l'UNAPOL, qui est le syndicat. Mais ça, voilà, ces paroles-là viennent de l'APN. Oui, mais c'est ça qui est le qu'est-ce que vous voulez problème. qu'ils ne Ça disent dit- pas si c'est le constat qui est là. Je pense Ali très sincèrement, je comprends un peu
le point de vue que Parfait est en train de vouloir développer, c'est pour dire qu'un corps comme la police, s'il y a des syndicats à l'intérieur de ce corps-là, ça peut poser problème parce que c'est un corps spécifique qui s'occupe de la sécurité et tout, et qu'on ne peut pas avoir dans ce corps-là des revendications corporatistes parce que. Mais ce n'est pas ce que la loi dit. Est-ce que la loi leur permet d'avoir un syndicat? Oui, ils ont un syndicat. Ils ont plusieurs syndicats. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'UNAPOL pour des questions, j'allais dire, idéologiques et tout ça. Oui. Mais qu'est-ce que... Ils ont attaqué des décisions à la justice. La justice leur a donné raison. Appliquons ça. Appliquons les règles de truc et puis on va quitter, comme on dit, de façon vulgaire. Appliquons les choses. Et puis maintenant, pour terminer, il faudra que chacun de nous puisse être responsable dans ce qu'il fait. Eugène a dit qu'il était content pour ce qu'il arrive. Moi, je vais un peu atténuer pour dire aux policiers aussi. Vous voyez, souvent, quand on vous envoie aller faire des descentes chez les gens, vous le faites avec de bon cœur, souvent avec beaucoup plus de brutalité qu'il n'en faut. Vous voyez, aujourd'hui, vous faites face à ces mêmes brutalités faites par certains de vos collègues aussi. Alors, donc, il faut que chacun de nous soit assez responsable pour qu'on sorte. Hormis les questions des principes, oui. Maintenant, il y a aussi le fait qu'ils ont été coupés à la solde. Je termine. Depuis fin août, donc jusqu'à fin octobre, ça va faire 3 mois qu'ils n'ont pas de salaire, alors que la justice leur a donné raison. Je termine pour dire tout simplement que quand il y a des responsables syndicaux, des gens qui sont syndiqués, il faut éviter aussi de leur donner des responsabilités à l'intérieur de l'administration. Quand on est responsable de l'UNAPOL, on s'occupe en même temps des relations, du personnel, tout ça. Donc quand vous prenez une décision, ça porte toujours à polémique. Donc si on pouvait décharger ce monsieur-là de cette truc pour confier ça à des... Puisque ce n'est pas tous les policiers qui sont syndiqués. Moi, ce que je veux dire, une seconde. Ce que je veux dire, en fait, c'est la famille policière est déchirée. Maintenant, vous savez, les conflits, là, c'est quand on n'arrive pas à les gérer en interne que ça va dans la rue. C'est ça. Maintenant, il y a quoi? On a un ministre de la Sécurité. On a même un directeur général de la police. Il y a toute une hiérarchie. Qu'est-ce que cette hiérarchie-là fait? Ou qu'est-ce qu'elle a fait pour empêcher que le climat ne se... Oui, mais le directeur général de la police est lui-même acteur donc de cette... Oui, mais on a un Premier ministre. Attendez, mais on a un Premier ministre pour recadrer tout ça. Et si le Premier ministre n'arrive pas, on a un président de la République. Donc, attendez. Et là encore, il a tenu des propos graves qu'on a attenté à sa vie. Mais automatiquement... la direction générale de la police devait quand même compatir et devait quand même le soutenir. Parce que là, on n'a même pas vu ça. Il a échappé à une... Non, là, il y a des choses... Franchement, je pense qu'il y a un problème sérieux de gouvernance. D'accord. Non, moi, je voulais ajouter pour dire que dans un état de droit, le respect de la loi est tout le monde. Je dis aujourd'hui, si vous licenciez les gars, pour le peu que je connais du Conseil d'État et les magistrats qui y sont, parce que ce sont des magistrats qui sont en fin de carrière, hein, ils n'ont rien à cirer avec vos petites affaires là. Si vous faites des choses qui ne sont pas correctes, ils vont vous les recadrer, ils vont vous recadrer. Et ça, il faut leur reconnaître cette capacité, ce mérite-là au juge du Conseil d'État. Non, je veux dire, il ne faut pas que les gens continuent à penser que nous sommes dans une jungle où il y a un moment donné on dit on te fait et puis il n'y a rien. Aujourd'hui, tu ne peux rien faire à quelqu'un, un Burkinabé, quelque chose, et quelqu'un ne va pas te dire que ce n'est pas correct. Parce que si vous licenciez les gars, ils sont dans leurs droits. Maintenant, malheureusement, on peut dire, bon, ils ont parlé d'idéologie et puis quelqu'un a dit qu'on va avoir 1000 syndicats à la police. Ça, c'est lamentable. Mais je dis aujourd'hui, si on envoie 2 policiers au front, un de l'INAPOL et un de l'APL, pour lutter contre les terroristes. Ils partent devant les terroristes pour se faire la bagarre parce que ce sont des syndicats différents, ou bien ils luttent contre le terrorisme. J'ai dit, il faut qu'à un moment donné, mais ça aussi c'est le management des hommes. Merci. Oui, il faut respecter simplement. En tout cas, il y a un problème qui se pose, coupure de salaire qui sont... Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Les textes qui ont été et ça, c'est contre la loi. Les décisions de justice sont quand même assez claires là-dessus. Tentative d'assassinat d'un des leaders de ces syndicats. Bon, c'est autant de problèmes qui doivent vraiment interpeller et plus d'un, surtout que nous sommes dans un contexte d'insécurité où on a besoin de tout le corps pour faire ce travail. Alors on termine avec l'international, le sommet Russie-Afrique, après le sommet Japon-Afrique, le sommet France-Afrique, le sommet Amérique-Afrique. Aujourd'hui on est à la Russie. Alors l'Afrique... Ça c'est du grand n'importe quoi. L'Afrique est sans doute un continent avec Israël à croire encore au Messie. On attend au Messie, sauf qu'en matière de coopération, le bon samaritain, il est très très rare. Il n'y a pas beaucoup de bons samaritains. Ce qui trouve, beaucoup de gens applaudissent. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment lamentable et déplorable. J'aurais applaudi si c'était l'Afrique à partir de Addis Abeba qui avait convoqué Poutine pour qu'il vienne exposer. C'est vrai que maintenant, mais là, c'est Poutine qui convoque carrément. Bon, et
ce qui ressort, c'est quoi? C'est les armes. Quand tout le monde parle, les armes sont faites avec quoi? Ce sont nos matières premières que Poutine utilise pour fabriquer les armes, lesquelles armes qui vont venir nous vendre. Donc, vraiment, je ne sais pas. Honnêtement, moi, je n'ai pas applaudi en tout cas. C'est une autre forme, c'est un autre impérialisme, hein, ça c'est clair. Ça, il faut le reconnaître. Alors, la question aussi qui est débattue, c'est le positionnement de certains États, mais nous, on va parler du Burkina particulièrement, parce que plus de 40 chefs d'État qui étaient sur les 54, c'est vraiment un rassemblement important. Mais le Burkina aujourd'hui, du point de vue de ses relations internationales, le Burkina vers la Russie, la question a même été posée au président du Faso, qui dit qu'on ne peut pas dénier le droit de pouvoir diversifier nos partenaires également, que ça fait partie des relations et du multilatéralisme dans le monde. Et de ce point de vue, nous sommes tout à fait en droit de le faire sans aucune contrainte, parce que, nous l'avons déjà dit, nous n'avons pas de relation d'exclusivité avec un partenaire quelconque. Ce sont des intérêts que nous suivons. Ce sont nos intérêts que nous suivons. Bon, dit comme ça, je suis parfaitement d'accord avec le président du Faso. Le Burkina Faso, en tant qu'État, n'a pas, n'a pas à se soumettre à qui que ce soit. Et le Burkina Faso, en tant qu'État, va où se trouvent ses intérêts. Théoriquement, c'est pour ça que je dis de cette façon, je suis parfaitement d'accord avec le président du Faso. Mais il se trouve que ça, c'est assez difficile, ce serait très difficile pour le président du Faso, parce que déjà, il y a la France qui est présente ici, à travers l'opération Barkhane. Voilà, la France est là. Il y a le G5 Sahel, financé par la France et puis d'autres pays arabes et tout ça. Je crois qu'il y a l'UEMOA ou bien la CEDEAO qui veut encore amener une force. Il y a même la France en tant qu'État dans ses relations bilatérales avec notre pays qui est présent sur notre terrain. Il y a aussi notre armée sur notre terrain. Je pense qu'en allant en Syrie aussi, tout ça pour trouver une solution au problème, je crains que nous soyons sur la voie de la syrianisation de notre pays, avec plusieurs forces dans le pays où le nord, ça, c'est tel pays qui gouverne là, le sud, c'est tel pays. Et puis à un moment donné, nous serons au milieu. C'est assez difficile. Donc je pense que la solution pour sortir de notre, il faut que la solution soit endogène. Maintenant, ce qui m'a fait rire, tous les les panafricanistes, tous les anti-français, tous les anti-impérialistes, je ne les ai pas entendus s'émouvoir parce que le président Roch Marc Christian était assorti auprès des Russes. J'ai l'impression que leur anti-impérialisme n'est qu'un anti-français et puis bon, c'est lamentable. Voilà, ce sont les intérêts du pays, oui, non, moi je parle des anti-impérialistes, ce sont des anti-français tout simplement. Et puis bon, c'est trop petit comme comportement. Quoi. La déclaration du président du Faso me fait penser à ce que le président... Cet ancien président français disait « La France n'a pas d'amis, il n'y en a que des intérêts ». Charles de Gaulle. Voilà, de Gaulle. Pour dire qu'effectivement, on ne peut pas dénier effectivement à un pays comme le Burkina Faso de diversifier ses partenaires, de chercher à accroître son niveau de partenariat avec des pays. Maintenant, tout le reste, quand on regarde ces sommets, quelle sera vraiment la plus-value, quel intérêt effectivement le Burkina va pouvoir tirer de cette relation avec la Russie? C'est une question qu'on se pose. Parce qu'effectivement, quand on regarde le sommet France-Afrique, sommet Japon-Afrique, on a l'impression que l'Afrique est infantilisée. Oui, mais à côté des chefs d'État, à côté du sommet des chefs d'État, il y a eu aussi le forum des investisseurs avec des participations d'hommes d'affaires africains, etc. Et que ça aussi, dans ce brassage économique, il n'y a pas d'intérêt pour l'Afrique, des opportunités pour l'Afrique. Oui, il y a certainement des opportunités. Si vous voyez que tout le monde accourt à l'Afrique, c'est pour ses matières premières. Il ne faut pas être dupe. Maintenant, comment nous travaillons à ce que nos ressources ne soient pas bradées pour pas grand-chose. Donc, voilà pourquoi je dis, tout cela c'est bien, mais c'est à nous de savoir tirer le meilleur profit de toutes ces rencontres-là. Alors que ça reste encore à prouver. D'accord. Moi, je pense je rappelle qu'on va prendre des téléspectateurs en cours de débat. Concrètement, ce que le Burkina peut gagner, économiquement, vous savez que la France est le premier partenaire économique du Burkina. Ça m'étonnerait que cette tendance-là s'inverse. Ça m'étonnerait. Maintenant, sur le plan militaire, je suis d'accord, le président Compaoré, c'est un vrai politique. Il a dit que, il a agité un peu sa souveraineté, mais aucun accord de défense peut être signé, ne pourra être signé avec la Russie
sans l'accord de la France. Et il est lié. On Mais est lié je pense que le président, dans son interview d'après sommet, a dit que la Russie a été invitée à appuyer les initiatives qui sont déjà là, donc dans le cadre de la CEDEAO. Il les a envoyés, la beauté en touche. Ce n'est pas un rapport direct avec sur le plan militaire. André Eugène Iboudo, dans tout ça, l'Afrique est courtisée, voilà, pas tout le monde. Ça veut dire que l'Afrique a quelque chose de plus important qu'elle-même semble ignorer. C'est de la foire, vous y allez et vous ne savez pas ce que vous voulez acheter ni ce que vous voulez vendre. Quand nous avons une coopération avec la Côte d'Ivoire. D'accord. André, on va prendre donc notre premier téléspectateur, c'est M. Ilboudo Lamoussa François qui appelle de Ouagadougou, qui revient. Vous avez deux sujets, mais ce n'est pas possible. On va prendre un des sujets, soutien au FDS et crise à la santé. Vous avez deux sujets. Bon, c'est à vous de choisir un. Monsieur Ilboudo. Il n'y a pas de problème. Je vais commencer par le sujet sur la santé. Mais si vous commencez, vous allez terminer par quoi? Non, en fait, je laisse seulement une parenthèse. Ok, allez-y. D'abord, oui, je vais tout simplement dire que je soutiens le syndicat de la police qui est en grève, qui est en mouvement. La santé. Je ne suis ni militaire, ni policier, ni paramilitaire, je précise ça. Maintenant, pour revenir au sujet, j'ai lu tout à l'heure que le Larnava s'est accoupi ou bien, je ne sais pas, s'est enjourné pour demander aux médecins de les prendre de trucs. Mais je pense qu'il s'est adressé à la mauvaise personne. Je pense qu'il devait s'admirer devant le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui est en train de manipuler la population pour qu'ils pensent que c'est les médecins qui sont contre la population. Et ça, moi je trouve que c'est dangereux et ça veut dire que les conséquences vont être très dramatiques pour même la population. Parce que quand on a un gouvernement qui n'arrive pas à assumer sa responsabilité, il doit avoir quand même l'honnêteté de dire ce qui se passe réellement et ne pas rejeter la faute sur les autres. Parce que en faisant ça, imaginez-vous si les enfants avaient pu arriver à l'hôpital, ils avaient cassé tout le matériel. On allait se retrouver comme ce que les Bougolais ont fait pendant l'insurrection, où ils sont allés brûler la mairie, après ils ont commencé à pleurer. Tout ça, parce qu'il y a eu de la manipulation, il y a eu de l'instrumentalisation quelque part. Quand on est responsable face à une situation, ça veut dire qu'on n'envenime pas la situation, mais on essaie d'accuser. Par exemple, ce que le LALNAV a fait hier, pour moi, ça veut dire que c'est pour encore dire à la population que c'est les médecins qui sont le problème. Ça, c'est pas une bonne lecture pour moi de régler le problème. C'est un lieu de dire au gouvernement de rentrer en dialogue constructif avec le syndicat pour trouver des solutions, pour sauver le peuple qui est en train de mourir pendant que d'autres disent qu'ils ne vont pas céder. Parce que ça veut dire que j'ai l'impression que ceux qui viennent vivre sur notre planète, donc ils sont dans ça veut dire dans une relation de rapport de force. On va passer par la force. On ne peut pas passer par la force au niveau de la santé. Parce que vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à soigner quelqu'un. Parce que c'est eux qui ont mené cette situation-là où il est actuellement, par leur mauvaise façon de communiquer et de régler les problèmes. Maintenant, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on a fait de leur stratégie et aller vers les gens et communiquer de façon, quand on se base tout sur la loi a dit ceci. Il faut que je rappelle aux gens que la loi a été faite pour les hommes, pas les hommes pour la loi. Donc toute loi est bonne quand elle sert les populations. Mais quand la loi devient un prétexte pour réellement tuer la population, je pense qu'il faut essayer de voir le bon sens doit prévaloir au-dessus de cette fameuse loi dont on parle. Maintenant, pour finir, je n'ai jamais eu honte d'être africain en ce moment. Parce que quand je vois des gens qui vont vers la Russie, la Chine, je me dis... Monsieur Ilboudo, vous n'allez pas refaire le tour de tous les sujets. Merci pour votre intervention. Vous avez parlé de 3 sujets. Soutien FDS, crise à la santé, UNAPOL, APN. Bon, on ne va pas aller jusqu'au dernier sujet. Merci pour votre intervention. Ouais, André Eugène. Okay, vas-y, après, Non, parce que moi je parlais de Russie-Afrique. On a déjà dit plusieurs fois. Vous allez à la foire et vous ne savez même pas ce que vous voulez acheter ni ce que vous voulez vendre. Je dis aujourd'hui, par exemple, quand la Côte d'Ivoire vient traiter avec le Burkina, à la fin, on a un communiqué où on dit le Burkina et la Côte d'Ivoire se sont entendus, par exemple, pour faire la route Ouagadougou-Yamoussoukro. Ils se sont entendus pour augmenter la puissance électrique. Ce sont des choses précises que l'on nous dit, même si ça tarde à venir, on sait ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Alors, les gars sont allés en Russie.
il a été aussi dit que voilà, chaque 3 ans, il aurait le sommet qui va se perpétuer. Non, la question que je voulais poser, Oui. c'est ils sont allés en Russie là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit qu'ils vont faire avec la Russie? Mais les gens sont allés se balader, ils se sont partagés les perdièmes, ils ont bouffé. Est-ce que ce n'est pas une façon trop facile de dire? Les chefs d'État ne vont pas se déplacer quand même juste pour ça. C'est vrai que là encore aussi, l'espoir n'est pas tellement, n'est pas au rendez-vous. Souvenez-vous que pendant la guerre froide, je sais qu'en 1959, il y avait déjà des tentatives de rapprochement entre certains pays avec l'Union soviétique. Et il y avait même des liens très forts. Moi, je prends le cas par exemple de la Guinée de Sékou Touré, mais ça n'a pas développé la Guinée. Hein. Donc, ça, c'est encore nouveau, un autre leurre. Maintenant, en fait, je voudrais rebondir Oui, par rapport d'accord. Oui. Ouais, c'est vrai que par rapport donc à cette manifestation de soutien-là, il y a la posture du Larlé qui était vraiment mal. Parce que là, c'est une position qui consiste à indexer des responsables. Lui, avec sa position, sa posture, il aurait gagné à jouer un rôle de médiateur, hein, à recoller, à réunir, plutôt qu'à prendre une position qui fait de lui quelqu'un qui indexe des responsables. Or que, quoique là, vraiment, c'est pas bon pour son image. Moi, je trouve. Monsieur Balbonnet, notre deuxième interlocuteur, il revient sur la crise de la santé. Bonjour, monsieur Balbonnet. Oui, alors bonjour. Oui, allez-y pour votre intervention sur la santé. Ok, merci beaucoup. Et je remercie. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Et bon, c'est juste pour dire l'évolution de la crise de la santé actuellement qui va de mal à mal. Si on voit, c'est dit qu'il y a quelque part une partie qui n'aime pas la vérité. Et quand on veut voir, cette partie, c'est le gouvernement. Parce que, pourquoi je dis ça? C'est actuellement la crise de la mise en place de la FPH, la fonction publique hospitalière. Bon, si j'ai bonne mémoire, je sais que la FPH, ça a été un engagement de campagne du président actuel. D'accord. Bon, si c'est un engagement de campagne, bon, ils ont eu 5 ans pour mettre en place cet engagement. Et actuellement, on est presque à la fin du mandat du président et la SPH trouve actuellement des difficultés de mise en place. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Donc, ce que je veux... Allez-y, allez-y. Bon, ce que je veux seulement ajouter, il faut que le gouvernement sache qu'actuellement la crise ne peut pas être résolue par un coup de force. Il faut forcément un dialogue. C'est quand on veut voir actuellement les mentalités évoluent, les gens qui sont actuellement, ce n'est pas des gens qui étaient là et dans les années, les gens sont intelligents, plus comme avant, où on peut faire la force aux gens. Plus on engage la force, plus les gens s'énervent et la crise encore va de mal en mal. Donc il faut que le gouvernement s'asseye avec les syndicats, il faut discuter, trouver en tout cas une solution pour nos pauvres paysans qui meurent, qui en subissent les conséquences. Merci, monsieur Balbonnet, oui, parfait. Préciser que le casus belli, là, ce n'est pas la fonction publique hospitalière. Elle fait partie de la plateforme. Non. L'opérationnalisation de la plateforme. Non, on n'est même pas là. En fait, il y a 2 problèmes qui sont posés. Il y a d'abord le protocole d'accord du SINCHA. OK. Le protocole, il a été signé et là, les syndicats ne voient pas son application. Mais il y a aussi la fonction publique hospitalière qui est mise en œuvre, mais dont les agents de santé attendent encore les retombées. Donc, c'est 2 choses différentes. Mais aujourd'hui, là, ceux qui mènent le mouvement, c'est le syndicat, c'est le SINCHA qui a lancé son mouvement jusqu'au 2 novembre, là, et qui dit qu'il va renouveler s'il n'a pas de truc. Donc, c'est ce mouvement, c'est le SINCHA qui a lancé le mouvement dans les hôpitaux aujourd'hui. Donc, c'est ça, en fait, cette précision que je voulais faire. OK. Mais la question aussi de la fonction publique hospitalière aussi est là, hein, parce que le syndicat des médecins aussi tient compte. C'est M. Balbonnet, le dernier intervenant, qui est revenu sur ce que nous avons dit. On le dit tous les jours sur ce plateau. Il faut qu'on arrive à mettre en place un mécanisme de discussion qualitative pour que tout ce qu'on sort de ces discussions-là, on puisse les appliquer. Tant qu'on va aux discussions dans un esprit de roublardise, voilà, on fait ça, bon, on se réunit, on parle et puis bon, ils rentrent chez eux et puis on prend, on met d'autres dans la farine. Ça peut pas aller. Moi, je pense que le gouvernement sait ce qui se trouve dans la marmite. Donc, c'est le gouvernement qui connaît le nombre de morceaux qui se deviennent dans la marmite.
Donc c'est au gouvernement de dire aux gens, vous voulez 5 morceaux, ce n'est pas possible, il y a 3 morceaux, et puis on discute clairement. Mais quand vous signez les accords et puis après vous sortez, vous ne voulez pas les appliquer, ça ne peut pas continuer comme ça. Et même quand on n'a plus la possibilité de les appliquer, il y a une façon aussi Mais oui, il y a une façon de le dire. De le faire savoir. Alors on va prendre le troisième invité, le troisième appelant, M. Congo Lionel, qui appelle de Ouagadougou, lui également sur la crise à la santé. Oui, bonjour. Bonjour M. Congo. Oui, bonjour à tout le plateau. Ok, moi je voulais revenir par rapport à la crise à la santé là. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas en vouloir à la population. La population a le droit de manifester. Et quand on écoute ce qui a été dit, la population a indexé les deux cas. Parce que la crise ici là, c'est le gouvernement et puis les agents de santé. Parce que quand vous regardez ce qui se passe dans les formations sanitaires, ceux qui souffrent là, c'est la population. Mais vous êtes en train de parler d'une chose que la population forcément ne maîtrise pas. Quand les gens vont au dispensaire et qu'ils ne trouvent pas de soins, ou bien on arrive, on dit qu'il n'y a pas de césarienne parce que la machine est en panne. Mais qui souffre? C'est la population. Tout le monde a le droit ici, et au Burkina, de faire la manifestation, de faire ceci, de faire cela. Et le peuple ne peut pas montrer son mécontentement. Moi, je pense que ce n'est pas normal. Et aussi, c'est vrai, le gouvernement a sa part de responsabilité. Mais les agents de santé aussi ont leur part de responsabilité. Je pense qu'en toute lutte là, la lutte en tout cas pour les conditions, de meilleures conditions, la lutte est bien fondée. Mais il faut savoir mettre une limite en tout. Aujourd'hui, le Burkina fait face à beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de priorités. Les gens ne se soucient même plus de la crise sécuritaire, ni des déplacés. C'est ce qui concerne seulement un corps ou bien un certain truc. Mais je crois qu'il faut, à un moment donné aussi, savoir mettre bas la terre et aussi de regarder, est-ce qu'à l'instant T, on peut régler tous les problèmes? Non, on ne peut pas régler tous les problèmes. Donc je pense que c'est au fur et à mesure. Mais tout le temps, on dit c'est le gouvernement. Oui, le gouvernement. Mais le gouvernement ne peut pas résoudre tout à la fois. Voilà. Donc moi, je pense, à mon humble avis, qu'à un moment donné, on doit savoir faire une pause et quitte maintenant à revenir. Parce que le principe, le gouvernement est d'accord pour le principe de la fonction publique hospitalière. Mais est-ce que les moyens à l'instant T permettent au gouvernement de mettre ça en application? Monsieur Congo, oui. Merci pour votre intervention. Je pense que la question ici, c'est de dire qui va parler à qui. Je crois que le problème, c'est comment on se comprend, comment on s'entend. Moi, j'aime bien. Ça me fait sourire quand il demande est-ce que le gouvernement a les moyens. Qu'est-ce que lui, il en sait de ce que le gouvernement a comme moyen ou comme le gouvernement n'a pas comme moyen? C'est seul le gouvernement sait les moyens qu'il a. Non, moi, je voudrais d'abord dire Une seconde, si vous passez le terme. Non. Je pense qu'il faudrait, à M. Congo, je crois qu'aucun sur ce plateau n'a dénié aux populations le droit de manifester. Nous leur demandons de manifester vis-à-vis de la personne qui est capable de résoudre leurs problèmes. Mais il ne faut pas frapper Pierre parce que Paul est absent. Et c'est ça que nous disons non. Aujourd'hui, la personne sur le plan, et Éric l'a rappelé plusieurs fois, l'organisation, Évariste, et qui est en charge de la responsabilité de la santé de la population, c'est bien le gouvernement. Et si le gouvernement ne peut pas, je ne veux pas lui dire qu'ils doivent débarrasser le plancher, mais il faudrait que le gouvernement s'assume. Parce que c'est lui. Il y a peut-être une mauvaise compréhension. Sinon, effectivement, on ne leur dénie pas le droit de manifester. La mauvaise compréhension, c'est de penser que quand ils arrivent à l'hôpital et qu'ils ne voient pas les agents de santé, c'est de leur responsabilité qu'il n'ait pas de soins. Non, la responsabilité, là, c'est le gouvernement parce qu'ils ont posé des problèmes au gouvernement qui n'arrivent pas pour le moins à la satisfaire. Donc, on peut être fâché, mais il faut savoir adresser sa colère à qui de droit. Merci, parfait. La responsabilité n'est pas aussi peut-être uniquement gouvernement, elle est aussi pour les agents aussi qui doivent peut-être aussi, du point de vue de l'éthique aussi, comprendre qu'on doit discuter pour trouver une solution. Merci. J'étais donc avec Parfait Siliga est journaliste, il est analyste. Merci Parfait d'être passé sur ce plateau. Et puis André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. Merci cher doyen d'être passé. À côté juste, Évariste Fossin-Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme également, premier porte-parole du FORA, qui est le Forum alternatif des citoyens. Et puis dernier invité, Mamadou Ali Kompaoré, journaliste à la RTV, télévision nationale, ancien rédacteur en chef et ancien présentateur du 20h. Voilà, merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. Merci au public qui nous a suivis. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.